Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Tu sais, c'est le fun quand la triple menace, on est juste deux, hein? Ouais. Et je fais juste dire comme ça. Mesdames, messieurs, bienvenue à l'épisode du 30 mars du podcast de la triple menace. Emilio Constanza, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas là pour des raisons professionnelles. Hier, on avait essayé de faire un épisode, mais là, c'était quasiment Félix qui était à l'article de la mort à cause de bons rhumes bien sentis. On sent que le printemps et l'hiver se terminent un peu. La saison de la grippe revient un peu. Ouais. Et aussi la saison de baseball, mais ça, on va revenir un petit peu plus tard. Mon cher, comment ça va? Ça va bien, ça doit s'entendre dans ma voix un peu que je ne suis pas à 100% en ce moment, mais je pense être capable quand même de faire ce show-là. Et écoute, avec le début de cette saison de baseball-là, il faut quand même qu'on se parle un peu de ça aussi. Là, puis au-delà de la saison de baseball, il y a quand même des grosses nouvelles dont on va parler, incluant la grosse semaine du Canadien et une grosse nouvelle qui est tombée un dimanche après-midi en provenance de Vegas. Ça a commencé, ça a été une grosse semaine, puis c'est pour ça qu'on s'est botté le cul à faire un show aujourd'hui, même sans Mio, qu'on va retrouver la semaine prochaine, assurément. Mais en attendant, on va tenir le fort, puis on est là pour vous parler un peu de ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Écoute, ça sera un podcast Fuck It, We Ball cette semaine à la triple menace, littéralement, surtout qu'on rentre dans une période critique de l'année. Là, la fin du mois de mars, début du mois d'avril, est une de ces deux périodes critiques là, de l'année avec le mois d'octobre là, qui s'en vient. On a des grosses affaires, mais juste avant de commencer et de jaser tout ça, peu importe de quelle plateforme tu utilises Apple Podcasts, tu utilises Spotify, tu utilises Deezer, j'essaie dans YouTube, whatever. Peu importe laquelle tu utilises. Mets-nous un 5 étoiles. Ça nous aide pour l'algorithme, ça nous aide à grossir ce projet-là. On progresse tranquillement mais sûrement, mais on progresse tout le temps, puis ça, c'est grâce à vous. Continuez comme ça, vous êtes super de nous suivre semaine après semaine. Félix Forget, écoute, moi, je vais te le raconter, OK? Parce que moi, je l'ai su dans un groupe chat dimanche après-midi, OK? Puis, on pensait que c'était un poisson d'avril. Littéralement, moi, j'étais en train de chauffer dans le parc des Laurentides pour revenir au Saguenay. Je l'ai appris de la bouche de Martin McGuire durant la diffusion du match du Canadien à la radio hier soir. Les Golden Knights de Vegas, avec moins de 10 matchs à faire, à 2 jours de la fin du mois de mars, décide de faire un petit poisson d'avril à l'avance, mais qui est totalement vrai. Bruce Cassidy est congédié. Honnêtement, je suis saisi. Écoute, c'est vrai que la nouvelle est assez surprenante, surtout que Cassidy, c'est un entraîneur qui est extrêmement respecté, l'un des meilleurs de la Ligue, sans aucun doute. Là, on parle d'un gars qui a quand même gagné la Coupe Stanley à Vegas, justement. Mais je pense que c'est ce qui rend ça aussi particulier. T'sais. Oui, ça avait un petit peu circulé. Il y avait quelques échos à ce niveau-là, mais rien de très concret et tout. Mais là, pouf, de nulle part, un dimanche après-midi, ça se fait à 8 matchs de la fin de la saison. Mais je pense que c'est, au-delà du fait qu'il a été congédié, je pense que cette nouvelle-là fait beaucoup moins parler si on fait juste donner une promotion à, disons, Dominique Ducharme, qui se serait un peu ramassé à coacher une équipe dernière minute comme ça pour la deuxième fois de sa carrière après le Canadien dans des circonstances qui avaient été un peu similaires quand même. Surtout quand tu prends en contexte que Dominique Ducharme avait éliminé Vegas dans probablement sa plus grande réalisation dans son passage à Montréal. Juste pour exact. Ça aurait été quelque chose, mais au-delà de ça, on n'a pas eu une promotion à l'interne. On est allé chercher un entraîneur à l'externe et pas n'importe lequel. On est allé chercher John Tortorella qui, comme un chat, a 7 vies dans la LNH. Sérieusement, c'est sûr, il y a juste Vegas, je pense, qui aurait pu faire un changement comme ça à 8 matchs de la fin de la saison pour ramener Tortorella. Puis, écoute, je pense que c'est assez clair les messages qu'on va envoyer. On n'est pas satisfait de l'effort qu'on a, puis on veut commencer on veut changer le message. On va amener un gars qui est un petit peu plus tough sur les joueurs. La saison à Vegas, c'est pas facile. On va rentrer en série, du moins on espère, parce que la Pacifique est épouvantable. Dans l'Est, on n'aurait absolument aucune chance de rentrer en série. Mais la Pacifique étant ce qu'elle est, Vegas a une chance de faire les séries cette année. Mais par exemple, il y a une chose sur Tortorella qui est intéressante parce qu'on a souvent cette impression-là de Tortorella avec son style de coaching qui est plus tough, qui est plus intense, ça a pour effet de craquer ces gars rapidement quand ils arrivent, ça donne comme un électrochoc.
de manière générale, les équipes que Tortorella a prises en charge, c'est des équipes qui ont de la misère à prendre leur air d'aller. Tu sais, Tortorella, quand tu regardes ses 10 premiers matchs avec chaque équipe, c'est une fiche qui est négative. Ce n'est pas une fiche qui est positive dessus. C'est quelque chose comme 22-36 et je pense 2, c'est quelque chose comme ça. On ne gagne pas énormément de matchs en début de parcours chez les équipes coachées par John Tortorella. Et là, non seulement le début de parcours, ça arrive maintenant, là, il reste 8 matchs, ça va même se transposer en série. Tu sais, il y a un monde dans lequel le séjour de John Tortorella derrière le banc de Vegas dure 12, peut-être 13 matchs seulement. Là. Parce que le contrat qu'on a signé, c'est pour venir finir la saison. D'ailleurs, je serais très curieux de savoir combien on va y donner pour ça. Là. Ben, écoute, c'est extrêmement intéressant. Puis je me demande aussi combien de personnes ont été interrogées pour remplacer. Moi, d'après moi, le processus d'embauche là, a été fait. Pas à la va-vite, là, mais sur un coin de table, c'est genre, viens nous aider, on est dans la marde, change un peu la culture, puis advienne ce qui amènera. Là. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a vu aussi ce qui s'est passé à Columbus avec l'arrivée de Rick Bowness. Puis on s'est dit, on a besoin de quelque chose comme ça parce que Rick Bowness a tellement changé de choses à Columbus. Puis Bowness et Tortorella ne sont pas le même entraîneur. Mais je pense qu'on s'est dit, gars, Cassidy, on va se rendre jusqu'à un certain point avec lui. Puis clairement, on a peut-être atteint le bout de la petite corde. Là. Peut-être que c'est le temps de changer, d'amener une nouvelle voie derrière ce banc-là. Mais on s'est dit, gars, on n'embauchera pas un entraîneur par intérim pour 8 matchs, quoi que ce soit. On va amener Tortorella avec le mandat clair de tu finis la saison puis la titre. Puis on va amener un nouvel entraîneur avant la prochaine saison. Là, d'après moi, on a un gars en tête qui est peut-être juste embauché ailleurs en ce moment ou qui vient de finir sa saison, que ce soit dans la LNH ou dans la Ligue américaine. Pour moi, ça a plus de sens que ce soit... Tortorella n'a pas le titre par intérim, mais par défaut, il est un peu par intérim. Fait tu vois jamais un entraîneur signer un contrat pour la fin de la saison si c'est pas sur une base intérimaire. Tout ça est vraiment, vraiment particulier. Ça rappelle un peu, c'est pas la même propension, là, mais quand Patrick Roy s'est amené derrière le banc des Islanders, c'était pas aussi proche de la fin de la saison, mais c'était de manière très tardive dans la saison qu'on avait fait ça aussi. Claude Julien avec New Jersey, il y a à peu près une vingtaine d'années environ. Là. Exact, c'est des ajouts qu'on fait très tard dans la saison, puis qui sont vraiment de nulle part. Là, donc, personne n'avait sur leur radar. Tortorella, aux dernières nouvelles, était à la retraite et heureux à la retraite. Donc, de le voir sortir de la retraite, c'est intéressant. Puis j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va être capable de sortir le meilleur de cette équipe-là à Vegas? Puis surtout, ça lance... Parce que, comme tu as dit un peu, là, on dirait qu'il y avait juste Vegas qui pouvait faire ce genre de move-là. Parce que on a mis le barème tellement haut depuis la saison 1. Vegas, la statistique est intéressante que j'ai vu passer en fin de semaine. Pour la première fois de leur histoire, puis là, c'est quoi? C'est leur 9e saison dans la Ligue à peu près, Las Vegas. Ça va être la première année où ils vont avoir une vraie saison perdante. Puis là, je dis pas jouer en bas de 500. Là, surtout Vegas avec leurs 16 points accumulés par les défaites en overtime. Là, on va se garder une petite gêne là-dessus. Mais ils vont avoir plus que 41 défaites. Là. On va perdre plus de matchs qu'on en a gagné pour la première fois de notre histoire. Puis, je sais pas, pour la manière que j'avais visualisé ça un peu, là, tu sais, Félix, quand on est au primaire, il y avait tout le temps un gars, une fille demain. Il y avait tout le temps quelqu'un dans notre classe au primaire ou au secondaire qui faisait rien, pas besoin d'étudier, puis ça pétait des 95 si c'était pas des 100% de fois de temps en temps. On en a tout un. Personnellement, je l'ai un peu été au primaire même. En plus, je comprends un peu là-dessus. Puis, on dirait qu'à la seconde que cette personne-là pognait genre 75-80%, crash out absolument. Pour moi, c'est un peu le même que je vois ce renvoi-là de Bruce Cassidy parce que là, ce qui va être le fun cet été, c'est que là, on a peut-être que le meilleur agent libre pour la prochaine été dans la Ligue nationale ne sera même pas un joueur. Oui, Bruce Cassidy va être un nom extrêmement intéressant à surveiller. Puis là, on arrive un peu, on sait dans la NFL, il y avait eu le cas de John Harbaugh, que quand John Harbaugh était congédié, il y a des équipes qui se sont dit est-ce qu'on devrait congédier notre entraîneur pour embaucher John Harbaugh? Fait que, je me demande si Cassidy, qui a quand même un certain respect à travers la Ligue, qui a eu des très belles années à Boston et à Vegas, va justement avoir ce traitement-là où des équipes vont se demander ouais, OK, on l'aime notre entraîneur et tout, mais peut-être que ça va être le moment d'essayer de changer. Fait que je suis curieux de voir, surtout qu'on a aussi le cas de Rasmus Anderson. En tant que tu parles de joueurs autonomes, on a aussi ce cas-là à régler. Mais moi, la vraie question que je me pose par rapport à Vegas,
est-ce que Bruce Cassidy, c'est le premier d'une série de départ? Et je regarde le DG Kelly McCrimmon. Il y a des enjeux majeurs à Vegas en ce moment. Tu regardes cette équipe-là, les ressources qu'on a allouées au poste de gardien de but, c'est épouvantable. On paye beaucoup trop d'argent pour un rendement qui est inacceptable. Payer Mitch Marner, oui, c'est cool, mais la défense est en sérieuse difficulté. On n'a jamais été vraiment capable de remplacer Alex Pietrangelo. Je me demande si Kelly McCrimmon, au final, c'est lui qu'on voulait congédier, mais on s'est dit, gars, à 8 matchs de la fin de la saison, ça donne rien de congédier le DG. On va congédier le coach, on va essayer de donner un petit électrochoc, puis si ça ne marche pas, tout le monde est dehors, puis on recommence cet été. Je pense que c'est surtout ça, moi, que j'ai hâte de surveiller. Parce que Kelly McCrimmon, en ce moment, s'il ne sent pas un peu de chaleur au niveau de son siège, il y a un problème. Parce que si le coach qui a gagné la Coupe cette année est dehors, le DG qui l'a gagné, il est très à risque de perdre son emploi. Puis surtout que non, c'est ça. T'sais, les gardiens, il n'y a rien qui marche. Puis à quel point, justement, c'était la faute de Bruce Cassidy dans le sens que, oui, il y a des blessures. Alex Pietrangelo, ça n'a pas joué de l'année. William Karlsson, c'est out depuis le mois de novembre, à peu près un peu. Mark Stone, ben là, on n'en fera pas un cas, ça arrive à chaque année aussi. Fait que t'es pogné à jouer Mitch Marner, deuxième centre, quasiment par défaut. On se plaint des fois qu'on a levé Kapanen, mais au moins, lui, c'est un vrai centre. Puis, je veux sortir la stat peut-être la plus éloquente que Jeff Fresh sur Twitter a sorti. Depuis le break des Olympiques, les Golden Knights de Vegas sont troisième dans les expected goal shares, les partages de tirs puis les tirs tentés. Top 3 à 5 contre 5 dans toute la ligue depuis le break olympique. Ils ont aussi donné le moins de tirs au but par 60 minutes depuis le break olympique. Par contre, leur pourcentage de tir est à 6,8 %, qui est le 31e dans la ligue, et que leurs goalers ont une efficacité de 86,9 %, qui est comme dernière dans la ligue. Honnêtement, tu peux regarder ça des deux bords et te dire, hey, on regarde en dessous des chiffres, on joue de la bonne façon, c'est juste, on produit pas, on finit pas, là. Il y a un manque d'opportunisme. Je pense que c'est ça qui est assez clair. Là. Oui, tu peux congédier le coach, essayer de craquer un peu des gars, mais au final, il faut que ton gardien fasse les arrêts, ce qu'on n'a pas. Il faut que tes gars marquent sur leur tir, puis ça se fait pas en ce moment. Vegas, on le sait, c'est une équipe qui a beaucoup d'excellents fabricants de jeux, mais les vrais marqueurs de cette équipe-là sont quand même... Il n'y en a pas une tonne. Il y a Pavel Dorofeyev, puis en tout respect pour Jack Eichel et Mitch Marner, c'est surtout des gars qui sont d'excellents créateurs, puis des créateurs élites. J'en ai rien à leur qualité de joueur offensif, mais ce n'est pas nécessairement des marqueurs purs. Et je commence à me demander à quel point on s'ennuie des gars comme, mettons, Max Pacioretty ou Jonathan Marchessault, qui étaient ces gars-là qui marquaient beaucoup de buts à Vegas, puis même William Karlsson, qui l'a été, tu parlais, qui a été blessé. C'est des pertes qui font mal. Et là, j'ai hâte de voir un peu est-ce que Tortorella va... Tortorella, qui est un entraîneur reconnu pour l'étanchéité de son jeu défensif. Tu sais, les stats que tu me donnes, moi, ça me laisse croire que le jeu défensif, en ce moment, n'est pas un problème. On a besoin que les gars marquent plus sur les opportunités qu'on a. On a besoin que les gardiens fassent des arrêts. Ouais. Puis on est un peu à l'extrême à Montréal. On l'a vu pendant une bonne partie de la saison, les gardiens n'arrêtaient rien. Les gardiens n'arrêtaient rien parce que, contrairement à Vegas, le Canadien se faisait poivrer de tir à tous les matchs. Puis les chances de qualité étaient... il y en avait une tonne à chaque match. Là, c'est l'inverse. On n'accorde pas une tonne de chances à chaque match, mais les gardiens n'arrêtent même pas ces chances-là. C'est encore pire. Fait que la solution en ce moment, c'est simple. Il faut que tes gardiens fassent des arrêts, puis il faut que tes gars marquent des buts. Qui va marquer ces buts-là et qui va faire les arrêts à Vegas? En ce moment, j'ai de la misère à voir qui. Est-ce qu'Adeniel va miraculeusement retrouver sa forme qui a gagné la Coupe Stanley? Je ne sais pas. J'en doute, disons. Puis qui d'autre va se mettre à marquer des buts? Est-ce que Jack Eichel va devenir un marqueur soudainement? Est-ce que Mitch Marner va devenir un marqueur soudainement? Laissez-moi en douter. Je pense que cette équipe-là, on a peut-être sous-estimé à quel point elle était mal construite. On s'est dit, avec Eichel et Marner, on va s'en sortir. Je pense qu'on manque peut-être de punch offensif puis de gars qui peuvent mettre la rondelle dans le filet. Il y en a pas. Puis je pense que pour terminer, je pense qu'on commence. On commence à avoir les cracks de tous les choix de première ronde puis les espoirs qu'on a donnés pour voir ce club-là. On va commencer à avoir des cracks éventuellement. Puis je vais terminer avec une stat que moi, je trouvais ça absolument folle. Savais-tu que Jack Eichel n'a toujours pas de but en avantage numérique cette saison? L'avantage numérique est bizarre à Vegas. L'avantage numérique est tellement bizarre à Vegas. Là, tu regardes ça, là, une équipe qui a Jack Eichel, Mitch Marner, disons, je pense que c'est Rasmus Andersson qui rentre sur leur première vague maintenant, Dorofeyev.
je comprends qu'on veut passer par Dorofeyev, mais tu sais, mettons, je prends encore l'exemple de Montréal parce que c'est simple, tout le monde le comprend. Cole Caulfield a 46 buts, il est deuxième meilleur buteur de la Ligue. Cole Caulfield est troisième meilleur buteur en avantage numérique du Canadien derrière Slav et Suzuki. Tu as besoin de variété. Tu peux pas juste avoir un seul gars qui marque en avantage numérique. C'est cool pendant un certain moment. On l'a vu avec Patrick Laine l'an passé. Mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de diversifier et d'aller ailleurs. Puis écoute, dernière chose sur le sujet de Vegas que je veux amener. On a parlé de Mitch Marner, puis je vois beaucoup depuis hier, oh wow, Mitch Marner doit capoter quand il voit que Tortorella arrive. Je suis pas d'accord avec ça. J'aimerais ça savoir ce que t'en penses. Moi, je suis zéro d'accord avec ça. Tortorella, là, ce qu'il aime le plus au monde, c'est un attaquant qui est responsable défensivement. Mitch Marner est le joueur idéal pour Tortorella. Puis je comprends que là, il y a toute l'histoire de Mike Babcock qui a mal connecté avec Babcock, qui avait des manières un peu cavalières de faire les choses. Là. Le vrai gars qui devrait avoir peur, c'est pas Mitch Marner, c'est Pavel Dorofeyev. Là, lui, ça va être compliqué. Mais moi, Mitch Marner et Tortorella, je vois un fit qui va très, très bien fonctionner. Je comprends, évidemment, c'est facile de faire la blague et tout, mais je suis curieux d'avoir ton avis. Moi, pour moi, c'est un fit qui va super bien aller. Moi, je pense que oui. Je pense que Mitch Marner n'est pas le problème. Là. On parle de lui positionné comme deuxième centre, c'est pas lui le problème. Là. Puis, c'est le fun de faire la joke que à la seconde qui est arrivé à Vegas, ils ont leur pire saison, puis ils font congédier leur coach. Ouais. Écoute, ça, on checkera ça de ce côté-là, mais je veux entendre aussi ce que les gens ont à dire. Écoute, Bruce Cassidy, cet été, il va se ramasser où? Je veux vous entendre. Partagez-nous un peu comment vous voyez ça, cette situation-là. Puis, est-ce que vous voyez Bruce Cassidy à Toronto? Est-ce que vous voyez peut-être à Edmonton? Moi, je vois ces deux équipes-là. Est-ce que vous voyez la même chose? Pensez faire un tour sur notre page Facebook pour en discuter avec vous. Félix, écoute. On a parlé de Vegas, mais on va se concentrer aussi, on va ramener un peu ce qui se passe ici, au Québec, tout ça, parce que on sent là. Tu sais, moi, je le vis un peu avec les séries de la Q, là, le nombre de drapeaux que je vois sur les chars avec les couleurs des Saguenay-Chicoutimi, je le vois à profusion depuis une semaine ou deux. Ça s'en vient à Montréal. Ça s'en vient tout coup. Puis, on vient de commencer, peut-être pas le voyage le plus difficile, mais certainement dans les plus difficiles à ce temps-ci de l'année. 2 grosses victoires à Nashville et en Caroline, back-to-back night pour aller chercher, pour débuter ce voyage de 5 matchs à l'étranger. Et là je pense qu'il faut commencer à avoir cette discussion-là. Je ne dis pas qu'il va gagner. Je suis peut-être même pas sûr qu'il va être finaliste. Mais à un moment donné, là, Jacob Debèche, là, au moins pour le trophée Calder, là, on se calmera pour le Vizina, là, mais pour vrai, tu peux commencer à sérieusement me sortir un argument que Jacob Debèche va finir finaliste pour le Trophée Calder cette année, peut-être avec Mathieu Schaefer et Ivan Demidov. Je suis curieux, puis écoute, je pense que tout le monde à ce stade-ci de l'année s'attend à ce que Schaefer gagne. Là. Je pense que je pense qu'il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Là, au final, on se style pour est-ce que Debèche va être dans le top 3 plus que est-ce qu'il va gagner. Mais la question est intéressante parce que Debèche, c'est l'affaire avec les gardiens et le Calder, c'est tellement difficile pour un gardien de gagner ce trophée-là. Parce que c'est tellement plus facile de voir le patineur qui a une grosse saison, les points, ça marque. Puis, on a quand même 2 autres bons candidats, Demidov et Seneca. Les deux vont dépasser les 60 points. À moins d'une catastrophe, là, à moins que les deux ne marquent pas un seul autre point d'ici la fin de la saison. Mais ça reste que Jacob Debèche, pour tout ce qui a été dit sur lui cette année, dans ce qui a été une année extrêmement en montagne russe pour lui, là, c'est un gars qui a ramené son taux d'efficacité à 900. Ça n'a pas toujours été ça cette année, mais il a réussi à ramener son taux d'efficacité à 900. Rendu quand même, je crois, hier, c'est sa 24e victoire de la saison. 25e. Donc, c'est quand même beaucoup de victoires. Puis, c'est souvent ça qu'on a dit avec Debèche. C'est pas toujours beau, c'est pas toujours fait de la bonne façon, mais il gagne des matchs. Puis, oui, il y a le fait que l'équipe marque beaucoup plus de buts quand Debèche est dans le filet pour quelconque raison que quand Montembeault est devant le filet ou même que quand Fowler est devant le filet. Mais écoute, de plus en plus, je me demande, puis écoute, si tu as un vote, est-ce que tu votes pour Debèche devant Demidov ou derrière Demidov? Mettons que tu as ton bulletin rempli, tu le mets où? Parce qu'au final, ça va être ça. Je pense que Schaefer va gagner, puis là, il va falloir que tu choisisses 2 des 3 parmi Demidov, Seneca ou Debèche. Puis, oui, Demidov a une belle saison, puis il y a eu un week-end exceptionnel. Là. Le match de samedi, c'est son meilleur match dans la LNH, selon moi. Seneca a une super belle saison aussi, puis je pense qu'il va se mériter les votes. Là, la question, c'est tu t'as ski entre Demidov et Seneca pour Debèche pour le rentrer dans ce top 3-là. C'est ça la question aussi. Moi, mettons, moi, je pense que
le threshold, là, c'est. Là, il reste quoi? Il reste 8, 9 matchs? 9 Neuf. matchs d'ici la fin de la saison. Si, mettons, Jacob Debèche réussit à aller chercher 5 victoires de plus, puis qu'on a un gardien de 30 victoires cette année, pour moi, je le considère top 3. Parce que moi, présentement, ce serait probablement mon 4e en ce moment. OK. On commence à avoir la discussion d'avoir tout ça, mais je ne sais pas, mais ce gars-là, pour moi, tu sais, oui, Nick Suzuki rentre là-dedans, Cole Caulfield et tout ça, mais pour moi, si j'avais à faire un vote de MVP pour le Canadien de Montréal, Jacob Debèche est 3e, là. Tu sais, pour moi, l'importance de Jacob Debèche cette saison est plus haute que Ivan Demidov, là. C'est intéressant, puis tu sais, oui, en termes de qui a été le plus important entre les deux, parce que, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a comme 5 ans, tu regardes le son de Demidov, tu te dis, wow, ce gars-là a été clairement notre meilleur attaquant, puis là, ça fait en sorte que Suzuki est rendu tellement bon, Caulfield est rendu tellement bon, Slav est rendu tellement bon, il y a tellement de monde que Demidov passe un peu sous le radar, puis d'ailleurs, petite parenthèse, là, je trouve que c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, tu mets Demidov il y a 5 ans, là, sa saison recrue, là, on dit « Ah, wow, est-ce que c'est un bust? Est-ce qu'il répond aux attentes? » Mais là, vu qu'il y a comme tout ce premier trio-là qui fait de la grosse job, Demidov a en fait le luxe de passer un peu sur le radar, puis ça, je pense que c'est la meilleure chose qui peut arriver pour son développement. Mais bref, je reviens à ta question. Je pense aussi que Debèche, de plus en plus, il faut parler de lui comme un des vrais héros de cette saison-là du Canadien, parce que c'est celui, après des mois de questions, qui a enfin step up pour prendre cette charge de numéro 1-là. Tu sais, on s'est longtemps demandé qui va être le numéro 1 de cette équipe-là en série. Puis, tu sais, je pense que tu peux encore défendre l'argument que Fowler mérite des matchs, mais en ce moment, pour moi, la réponse est extrêmement simple. C'est Jacob Debèche, le gardien numéro 1 de cette équipe-là. Puis, si c'est pas lui qui est le gardien numéro 1 en série, je vais assumer qu'il y a une blessure. Parce que, en ce moment, c'est. Dieu sait qu'on a eu peur après la première période en Caroline. Oui, on a eu peur. La bonne nouvelle, c'est que ça semble être plus peur que de mal. Écoute, on va voir ce que ça donne dans les prochains jours. Là. L'adrénaline, des fois, ça peut t'aider, mais ça ne tient pas longtemps. On va espérer que ça tienne, mais pour moi, en ce moment, Debèche est le numéro 1 incontestable de cette équipe-là. Puis, écoute, pour le Calder, peut-être que ce qui va lui faire mal au final, puis qui va l'empêcher d'être dans ce top 3-là, en assumant qu'il ne l'est pas, c'est les nombreuses chances qu'on a voulu donner à Samuel Montembeault de relancer sa saison. Parce que Debèche, en début de saison, avait trouvé un rythme excellent. Puis là, on essayait comme de ramener Montembeault. Debèche s'est ramassé numéro 3. Il y a eu même des stretches qu'il n'y avait pas eu de départ pendant 2 semaines, quasiment. Exact, c'est ça. Puis on parlait de le renvoyer à Laval. Puis je suis un de ceux qui voulait le renvoyer à Laval. Là, je vais être coupable à ça. Mais là, en ce moment, ce gars-là a atteint un autre niveau. Et il faut créditer Marco Marciano aussi. Parce que Debèche, depuis quelques semaines, en fait, depuis que Marciano est arrivé, là, il y a une différence majeure dans son style. Là, c'est plus un poisson hors de l'eau qui jette partout. Là. C'est un gars qui, oui, est encore très actif devant son filet, a tendance à être un peu plus chaotique que des gars qui ont une technique immaculée, mais c'est un gars qui est en contrôle. Tu le regardes, puis il est clairement plus square devant son filet. Il est là, il est installé, puis il y a une différence dans la façon dont il est positionné, puis c'est beaucoup de crédit à Marco Marciano d'avoir fait ça avec lui, parce que Debèche, il a souvent donné du crédit pour l'avoir aidé dans son développement, et je pense que là, ça paraît vraiment, vraiment beaucoup quand tu regardes ses récentes performances. Parce que, pour terminer sur ce débat-là, parce que moi, ce que je regarde surtout, c'est que dans l'histoire du Canadien, Jacob Debèche est 4e pour le nombre de victoires à sa saison recrue. On vient de dépasser Carey Price, puis on l'a dépassé Patrick Roy la semaine dernière. C'est complètement surréel ce qu'il est en train de faire. Et je parlais du 30 victoires tantôt, là. Jacob Debèche deviendrait le 14e goaler de l'histoire de la Ligue nationale à gagner 30 matchs à sa saison recrue. Puis, je fais juste te nommer ceux qui l'ont fait à son année recrue. Des gars comme Ryan Miller, Henrik Lundqvist, Evgeny Nabokov, Jimmy Howard, Ken Dryden, Tony Esposito, Ron Extall. Tu sais, on rentre dans une catégorie complètement sélective là, du côté de Jacob Debèche, mais on s'en parle peut-être dans 2 semaines, mais pour moi, il est 4e, mais moi, je watch. Beckett Seneca, s'il veut. Je ne sais pas s'il y a dans son contrat une clause de bonne performance s'il finit top 3 Calder cette année, mais je commence à me watcher. Puis j'ai hâte de voir aussi en séries éliminatoires.
Puis la seule chose aussi qui pourrait jouer contre Debay, je pense, dont on parle pas assez, le fait qu'il ait joué l'an passé, puis qu'il ait quand même joué pas mal de matchs l'an passé, habituellement, c'est des choses que les électeurs vont prendre en compte. C'est en départager deux candidatures égales, tu prends un gars qui est une vraie recrue comparé. Oui, Debay, c'est une vraie recrue au sens du terme, mais c'est quand même un gars que, c'est pas un peu inconnu qui est sorti de nulle part. C'est un gars qu'on a vu l'an passé, qui a eu des bons moments l'an passé aussi. Fait que, à candidature égale, je pense qu'il part avec une prise de plus que, disons, Seneca et Demidov pour ce poste de finaliste. Écoute, on publie bien les affaires sur TikTok, on publie des clips, des faits saillants, peut-être même aussi certains faits saillants de Jacob Dabèche qui a sorti, notamment le match en Caroline dimanche. Quelle masterclass qu'il a faite. Mais juste pour être sûr que tu ne manques pas tout ça, que tu vas être le gars dans la gang qui a tout compris, qui a tout vu, puis qui peut brag à ses amis. Viens nous abonner sur TikTok. On est là-dessus. On publie des clips, on publie des faits saillants. On publie aussi certains takes que moi, je dis que ça n'a aucun esprit de bon sens, mais ça fait partie de la game. On aime ça de ce côté. Écoute, on va prendre un petit break de la Ligue nationale un peu parce que je pense que le sujet de la semaine, si ce n'était pas de Bruce Cassidy puis le fait que ça soit été fait dimanche après-midi, je pense que incontestablement, le gros sujet dans le monde du sport cette semaine, je pense qu'il ne faut pas le nier. Enfin, la saison de balle est commencée. Et pour toi, pour moi, c'est probablement une des meilleures journées de l'année. Pour vrai, OK, dans ton cas, spécialement, Félix, fuck ton équipe qui décide. Écoute, tu me diras que c'est pas le fond, mais fuck ton équipe qui joue une game à 8h10 exclusivement à Netflix pour dire que c'est le opening day. Là. Non, j'ai ça. Je déteste ça, moi aussi. La MLB, vous êtes capable de mieux ça. Mais la journée de jeudi, le opening day au baseball, là. Ouais. Top 5, top 3 des meilleures journées de l'année, honnêtement? Ah oui, c'est en haut. C'est une des trois. C'est peut-être même numéro 1, honnêtement. Honnêtement, je pense que c'est la journée good vibes de l'année. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. On start ça à 9, 162 games. Tout le monde est égaux. Je pense que c'est juste la good vibes de la journée. Mais là, ça fait même pas une semaine que c'est commencé. Ça fait à peine quelques jours, 4-5 jours que c'est commencé. Et moi, je veux lancer ça tout de suite. Rob Manfred, tu peux prendre ta retraite. Tu peux prendre ta retraite parce que tu as peak. Tu as peak en tant que commissaire. Honnêtement, tu peux pas faire mieux que lancer le ABS Challenge au baseball. Mon Dieu, que c'est savoureux. Pour vrai, j'avais vraiment confiance que ça allait marcher éventuellement. Que je savais que, au final, on allait tous être d'accord pour dire que c'est une bonne chose, ça va améliorer le jeu sur le terrain. Mais je ne pensais pas que ça allait prendre 4-5 jours pour que ce soit unanime. Je dirais peut-être pas unanime, mais 99% des fans approuvent que ça, c'est une excellente chose. Pour moi, Rob Manfred vient de faire son meilleur coup en tant que commissaire pour amener ce système-là dans les majors. On l'a testé dans les mineurs l'année passée, ça semblait avoir super bien marché. Mais je regardais comment que ça fonctionnait, puis tout ça. Puis, ça vient mettre en sorte que le baseball se positionne comme étant le seul sport, ou du moins à ce niveau-là, où tu peux autant publiquement humilier un arbitre en pleine game. Oui, on l'a vu dans le match des Red Sox contre les Reds, justement, avec C.B. Buckner, qui avait été l'arbitre. Ça a été une performance difficile, puis c'est vrai que ça... Écoute, les arbitres doivent peut-être pas aimer ça, là, quand tu dis 99%, le 1%, je pense que c'est les arbitres qui sont peut-être pas nécessairement toujours fans de ça, quand il y a une mauvaise game dans le système. Mais écoute, oui, je suis d'accord avec toi que c'est une immense réalisation, puis au-delà des fans de baseball, je pense que dans le monde du sport en général, je vois des personnalités dans le monde du hockey qui capotent sur cette amélioration-là. Je pense que c'est vraiment incroyable. Puis avec l'élan de la classique mondiale, en ce moment, le baseball est vraiment atteint un pic de popularité qui est vraiment, vraiment cool. Quelques mois avant qu'on parle d'un possible lockout, évidemment, parce que évidemment, on ne peut pas tout avoir. Hein. Mais écoute, moi aussi j'aime ça. Mais il y a une chose, par exemple, pour l'ABS que j'ai encore un peu de misère avec. Le fait en tant qu'équipe, tu as 2 récriminations par match, puis c'est pas chaque joueur qui amène, c'est
l'équipe en a deux, puis s'il y en a s'il y a un gars qui part en roulé mené, puis qui décide de d'en brûler une, d'en brûler deux, ben, t'es un peu dans le trou, fait que t'es un peu comme dépendant du reste de ton équipe. Moi, tu sais quoi, là, je comprends qu'on l'essaye, on va peut-être faire des petits ajustements éventuellement. Moi, il me semble là, que ce que j'aurais fait, c'est chaque gars en a un par match. Puis, tu sais, comme ça, t'es pas dépendant du reste de ton équipe parce que là, c'est un truc d'équipe, mais tu peux pas impliquer n'importe qui. Tu sais, tu peux pas demander à ton gérant de t'aider, tu peux pas demander à l'équipe de dire, tu sais, comme on voit au hockey, quand il y a un coach vidéo qui dit disons, l'entraîneur de récriminer pour un enjeu ou un bâton élevé. Là, c'est vraiment, t'es tout seul, tu représentes ton équipe, tu peux les brûler. Puis je pense que c'est Vlad Guerrero qui l'a fait. Qui en a brûlé un dès la première manche du match des Jays, si je ne m'abuse, c'était samedi, qui en a brûlé un dès le début. Tu sais, tu mets un peu ton équipe dans le trouble si tu fais ça, puis tu le manques, puis je me demande si on devrait pas, chaque gars en a un, puis tu t'arranges comme tu veux avec, mais tu le perds, puis je sais peut-être un système de, tu pars avec un au début de la saison, puis si tu le perds, tu ne l'as pas pendant comme 3 semaines. Puis, mais je sais pas. On dirait que ce petit élément-là, que je suis pas un fan, mais de manière générale, j'adore le concept. Écoute, moi, je le vois un peu de l'effet contraire dans le sens que, oui, OK, le système est quote-unquote parfait. Là. On trouve un moyen de vraiment décrire parfaitement si c'est une balle ou une prise là-dessus. C'est rapide. C'est rapide. Puis il y a un côté encore humain là-dedans. Puis je pense que le système en place fait ce genre de choses-là. Parce que, justement, tu es au bâton, tu te dis, je m'essaye-tu pas? Puis je reviens un peu à une game des Red Sox, justement, cette semaine, que je pense que c'est en fin de huitième, là, au opening day contre les Reds de Cincinnati. Trevor Story prend un pitch, puis il aurait pu clairement essayer de défier de call la prise qui a été faite, puis finalement, il l'a pas fait parce qu'il était comme, tu sais, il est pas sûr un peu, tu sais, on va voir vraiment la confiance des frappeurs avec leur œil, leur discipline. Pour moi, je pense que c'est, pour l'instant, OK, on s'en parle peut-être dans 1-2 ans, on aura peut-être un discours complètement différent, mais en ce moment, je trouve que le système est parfait. Ben, parfait. Du moins, c'est la bonne formule pour le moment parce qu'il y a encore un petit côté humain, un petit côté stratégie un peu. Puis, moi, je n'ai pas envie que le système ABS devienne comme le frappeur universel. Moi, je comprends pourquoi on l'a fait, là, mais moi, j'aimais encore quand les frappeurs, on avait encore la petite stratégie de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde dans le match ou pour lancer une match de plus, on l'enlève? Moi, c'est peut-être ça un peu que j'ai envie de garder pour l'instant, mais honnêtement, là, le système est incroyable. Puis ça fait en sorte que même que je te dirais que on va trouver un moyen quand même d'évaluer un catcher. Parce que oui, des fois, c'est le lanceur qui le demande, mais il y a aussi le receveur. Le côté statistique de compiler de qui est le meilleur pour G et tout ça, je suis sûr qu'on va trouver un moyen, mettons, dans les futures négociations de contrat, de sortir un argument de « Hey, moi, j'ai l'œil. J'ai la discipline. Ouais. Moi, je peux te voler des prises pour ton lanceur parce que moi, je suis capable de voir ça. » Ça viendrait un peu remplacer ce que le framing, la capacité de framing des catchers avait dans les années passées. Donc, moi, j'ai hâte de voir surtout le côté statistique, quelle équipe va être meilleure là-dessus, puis voir un peu si certains pourront investir justement un département vidéo de est-ce que. Tu sais, un peu comme on voit dans la Ligue nationale, un peu pour dire, hey, non, on appelle le gérant en bas, non, challenge ça, puis tout ça. À ça, on va voir qu'est-ce que ça va faire. L'affaire avec ça, c'est qu'en ce moment, c'est interdit pour le gérant. En fait, la personne qui l'appelle ne peut pas avoir de l'aide extérieure. Il faut rien que ce soit le joueur lui-même qui prend des décisions. Peut-être qu'éventuellement, on va vouloir changer ça aussi. Je pense pas. Je pense que ce qu'on a à ce niveau-là, c'est bien. Mais une affaire que je trouve intéressante aussi, si tu mets un peu là-dessus quand tu vas être des receveurs, là, de voir la stratégie de chaque équipe par rapport à comment on les gère. Je pense à John Schneider, par exemple, qui racontait cette semaine, il dit « Moi, je laisse pas mes lanceurs challenger. Les seuls qui peuvent challenger, c'est les frappeurs puis les receveurs. » Puis à la blague, il dit « C'est parce que les lanceurs sont trop émotifs puis ils pensent que tout est une prise. » Évidemment, il dit à la blague, mais
c'est intéressant de voir comment chaque équipe a une approche extrêmement différente là-dessus. Il y a d'autres équipes, c'est les lanceurs qui peuvent challenger, pas les frappeurs. D'autres équipes, c'est que le receveur. C'est extrêmement intéressant de voir comment tout le monde a une approche qui est un peu différente par rapport à ça. Puis, je me demande à quel point ça va évoluer, cette approche-là. Est-ce qu'il y a une équipe qui va trouver la méta, là, la chose à faire que tout le monde va éventuellement copier? Probablement que ça va arriver si je me fie à l'histoire récente du baseball. Et probablement que ça va être genre une équipe comme les Dodgers qui va la trouver. Les Dodgers, les Rays, là, une de ces équipes-là qui va trouver les Brewers, peut-être, si les 3 équipes qui vont probablement trouver quelque chose que tout le monde va copier. Mais ouais, c'est intéressant de voir. Puis tu sais, c'est l'affaire de chaque joueur un challenge. Effectivement, c'est vrai que ça enlève un peu cet aspect-là que tu parles, que tout le monde a comme ça. C'est une approche différente pour ça. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans le temps, mais jusqu'à maintenant, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est une très, très belle addition à ce sport. Puis je sens que ça va vraiment... Parce que le monde aime détester Rob Manfred, mais honnêtement, c'est pas tant un mauvais commissionnaire que ça. En tout cas, pour le produit sur le terrain. Mais ça, je pense que ça pourra aider grandement sa legacy en tant que commissaire. Mais quelque chose qui va faire en sorte que notre legacy de expert / analyste / je connais tout sur le terrain va nous faire mal un peu. Puis j'ai embarqué un peu là-dessus. Puis Félix, est-ce que les White Sox de Chicago ont vraiment trouvé un gem en Munetaka Murakami? Puis on aurait dû tellement juste se fier aux vibes après la classique mondiale de baseball au lieu de l'overscout par après? Écoute, je plaide coupable. Ici, votre honneur, je plaide coupable sur toute la ligne. Je fais partie de ceux qui ont suranalysé le cas de Munetaka Murakami. Ça faisait des années qu'on l'attendait, le gros frappeur de circuit en provenance du Japon, qui avait un peu cette aura-là, le Babe Ruth japonais. C'était la grosse affaire. Il tapait des circuits à tout bout de champ. Puis, c'est drôle parce que quand il est devenu joueur autonome cet hiver, c'était un cas particulier de... On dirait qu'il y a comme personne qui a de l'intérêt pour lui, puis... après des années à l'attendre, soudainement, personne n'avait de l'intérêt pour lui. Là, on s'est mis à questionner, est-ce qu'il va être capable de taper des grosses balles rapides? Est-ce qu'il va juste faire des strikeouts tout le long dans MLB? Est-ce que ça va devenir un autre Joey Gallo? Et au final, l'échantillon est encore mince. C'est une fin de semaine. Mais jusqu'à maintenant, Munetaka Murakami a 3 circuits en 3 matchs. C'est 4 buts sur balle aussi, 4 retraits au bâton. Tu sais, 9 présences au bâton, tu as 3 circuits, 4 buts sur balle, 4 traits sur des prises. C'est un vrai gars le fameux true outcome. Là, c'est des choses qui vont arriver. Là, il va taper un circuit, but sur balle, ou strikeout. C'est pas mal ça pour le moment, mais c'est extrêmement prometteur jusqu'à maintenant. Contre les Brewers qui, on le sait, ont tendance à trouver des bonnes solutions monstrueuses. C'est pas une équipe qui fait une folle d'elle-même. Sauf la première fin de semaine de la saison l'an passé contre les Yankees. Là. Non, mais ça, c'est les torpedo bats. Tout le monde le sait que vous avez triché de toute façon. Écoute, si Murakami frappait un bâton torpé, il peut bien le faire s'il veut, ça ne me dérange pas du tout. Je pense qu'en ce moment, écoute, ce qu'on peut constater, Murakami ne frappera pas 162 circuits, il ne frappera pas un circuit à chaque match qu'on s'entende. Là. Mais on a tout, moi le premier, suranalysé à quel point ce gars-là fait une chose bien. Ce gars-là, il frappe la balle loin. Et ça, frapper la balle loin, c'est bon. C'est une bonne chose. Tu veux frapper la balle loin. Frapper la balle loin égale bon. Et je pense qu'on a tous surestimé cette phrase extrêmement simple-là. Puis, écoute, pauvre Murakami qui vit vraiment l'expérience des White Sox, qui vit l'expérience de Shohei Ohtani avec les Angels il y a quelques années. Murakami fait des choses exceptionnelles à chaque match juste pour que son équipe perde de toute façon. Fait que, tu sais, est-ce qu'éventuellement, puis ça, j'ai curieux de voir, est-ce qu'éventuellement, disons, à milieu de la saison, quand les White Sox vont inévitablement être encore mauvais, est-ce que là, soudainement, Murakami va devenir un joueur extrêmement en demande sur le marché pour un échange à la date limite des transactions? Ça se peut. Tu sais, peut-être qu'il y a une équipe qui se dit, ben, regarde, on n'a pas vraiment de puissance dans cet alignement-là, les Brewers. Maintenant, on se dit, on n'a pas une tonne de puissance. Peut-être qu'il allait chercher un gars comme Murakami, qui, lui, sa job, c'est simple, là, prendre son bâton, là, la frapper loin. Ça va super bien aller. Je pense qu'on a juste sous-estimé ou suranalysé à quel point le fait que Murakami ait de la puissance à revendre faisait de lui un joueur extrêmement intéressant pour n'importe quelle équipe. Puis tant mieux aux White Sox qui ont profité d'une belle aubaine avec Murakami et peut-être qu'ils vont en profiter pour aller chercher un beau petit pactole dans un échange ou qu'on va vouloir investir et faire de lui le vrai joueur de concession dans peut-être, on va espérer un retour en force des White Sox dans les prochaines années. Est-ce qu'à son plein potentiel, Murakami, c'est peut-être le prochain Kyle Schwarber? Peut-être.
Ouais, c'est Intéressant. de même, à plein potentiel, là, on s'entend là. On s'enflammera pas, mais à plein potentiel, je peux voir quelque chose comme un Kyle Schwarber que tu peux mettre comme premier frappeur, ce qui est complètement absurde, mais ce gars-là, il s'en va ses buts ou il frappe la balle 400 pieds. Tu sais. Ouais. Un gars qui va taper peut-être une quarantaine de. Ben, 40. Il est encore tôt. Là. C'est beau, c'était une belle première fin de semaine. On va attendre quand même un peu, là, mais tu sais, tu le regardes, difficile de pas voir un gars qui va taper une trentaine de circuits minimum, peut-être se rendre dans les 40. Est-ce qu'il peut faire ça à chaque année, de plus en plus quand il va s'habituer au style de lancer de la MLB? Peut-être. Tu sais, c'est. Je pense pas que c'est un gars qui va avoir la carrière de Schwarber dans le sens de taper des 400, peut-être même 500 circuits. Mais c'est un gars qui pourrait avoir une très belle carrière quand même. Si l'homme est arrivé plus tard dans la MLB. C'est un gars extrêmement intéressant à surveiller. Je pense que ça, c'est un gars que je vais surveiller jusqu'à la fin de la saison. Ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup, cette expérience de Murakami, qui jusqu'à maintenant est un franc succès. Écoute, on l'a pas fait depuis le début de l'épisode, mais écoute, je me fais plaisir. Le perron d'église, mesdames, messieurs, où on vous demande chaque semaine une question, de savoir votre opinion un peu, votre feedback, votre température, puis surtout avec le début de la saison dans la MLB. Et cette semaine, on vous a demandé quelle équipe surprendra et laquelle décevra cette saison dans la MLB en 2026. On a une question ici et là, et il y en a une réponse qui m'avait intéressé surtout parce qu'on a les deux un peu. Ricardo Tremblay qui dit les Royals de Kansas City vont surprendre dans la centrale cette année et qui vont décevoir les Mets de New York. Mais en même temps, les Mets de New York déçoivent à chaque année. Fait que c'est-tu vraiment un gros take là-dessus? On va voir ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais les Royals de Kansas City, j'aime ça parce que on dirait que ça fait un 2 ans, peut-être même 3, qu'on regarde tout ça puis on se dit, hey, cette équipe-là, t'as pas grand-chose. T'as une petite affaire de devenir comme une vraie puissance pour 2, 3 ans, 4 ans consécutifs dans la centrale américaine. Puis, on dirait que ça se concrétise pas. Malgré le fait que t'as Bobby Witt Jr., on dirait que le dernier petit step à devenir vraiment un contender dans l'américaine, on n'est pas capable de l'avoir du côté des Royals. La chose qui m'intéresse pour les Royals, puis écoute, tu parles de cette division-là. Un des problèmes, c'est que oui, on rit beaucoup de cette division-là, mais ça reste que les Guardians et les Tigers, c'est deux très bonnes équipes de baseball en ce moment. Fait que, tu sais, c'est pas comme si on avait une division facile où est-ce qu'on peut juste tapocher sur tout le monde aussi. Pour tout ce qui est, tu sais, puis oui, les Twins puis les White Sox, c'est pas des grosses équipes, mais tu sais, les Tigers et les Guardians, tu peux argumenter que sur papier, c'est peut-être des meilleures équipes que les Royals. Mais une chose qui m'intéresse pour les Royals cette année, on a rapproché les clôtures au Kauffman Stadium. C'était un stade où est-ce qu'il frappait des circuits. C'était assez difficile de manière générale. Là, j'ai hâte de voir parce qu'on sait que généralement, cette équipe-là lance bien, frappe un peu moins bien. Là, avec des clôtures plus rapprochées, est-ce que l'offensive va enfin permettre aux lanceurs de gagner plus de matchs? Les lanceurs vont avoir plus de job à faire, mais on a quand même un bon personnel de lanceurs dans l'ensemble à Kansas City. Je suis très curieux de voir comment ça va se développer tout ça parce que j'aime le groupe qu'on a avec les Royals. Ça fait quelques années qui m'intéresse beaucoup, puis j'ai hâte de voir comment cette équipe-là va se développer. On a des ressources, et là, tu as le jeune Carter Jensen aussi, il va être un candidat au titre de recrue de l'année dans une QV qui a l'air extrêmement folle jusqu'à maintenant. Là. Je parlais de Murakami, mais Kevin McGonigal, J.J. Wetterall dans la nationale, il y a énormément de bonnes recrues jusqu'à maintenant dans la MLB. Fait que j'ai hâte de voir un peu comment ce changement-là des clôtures au Kauffman Stadium va influencer les Royals. Parce qu'on sait que l'offensive va être un problème par le passé. Fait que, est-ce que ça va permettre de ramener l'offensive à un meilleur niveau? Puis, est-ce que le jump de l'offensive va être plus haut que la baisse de rendement probable des lanceurs avec les clôtures rapprochées? Ça va être extrêmement intéressant à surveiller ça du côté de Puis les Mets, est-ce que tu vois les Mets? Parce que moi, je vais te dire honnêtement, si j'avais à mettre un peu d'argent là-dessus, puis je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour la personne impliquée sur laquelle je dis, mais pour moi, les Mets vont gagner cette division-là, là. Parce que, OK, Miami, Washington, merci d'avoir participé, c'était bien le fun. Philadelphie est en pente descendante. Pour moi, les Phillies de Philadelphie, c'est un peu les Lions de Détroit, un peu dans le baseball majeur, un peu, là, que, tu sais, on a été contender pendant 2-3 ans, que, tu sais, on n'a pas réussi à trouver le step pour se rendre jusqu'à la Série mondiale. Puis là, on est en train de voir un peu ce cours se défaire-là. Atlanta, il y a beaucoup trop de points d'interrogation, surtout pour la lancée de la rotation. Moi, je pense pas que ça va se concrétiser. Un Ronald Acuna Jr. aussi a un lot historique de blessures. Un Ozzy Albies, c'est la même chose.
la seule personne que tu peux vraiment truster dans cette équipe-là, c'est Matt Olson, qui est probablement le Iron Man de cette ligue-là au grand complet. Mais pour moi, les Mets de New York sont en très bonne position. Je vois pas comment ils peuvent tant décevoir que ça parce que je les vois gagner cette division-là. J'avais les Braves comme champion de division avant la saison, avant qu'on apprenne que toute la rotation était en train de mourir un après l'autre. Fait que, oui, je pense que si tu me demandes aujourd'hui, je pense que les Mets vont gagner cette division. Surtout qu'on a connu une bonne première fin de semaine. Pas contre une puissance, évidemment. Là, ça reste on a quand même joué contre les Pirates. Là, mais ça reste quand même une équipe qui m'a démontré des belles choses. Puis ça reste une équipe qui met sur Francisco Lindor et Juan Soto dans ce qui est encore le prime de ces deux gars-là. La rotation est un problème l'an passé. On l'a amélioré. Pas un énorme fan de Freddie Peralta en tant qu'anceur, mais on a quand même de la profondeur. Je pense à Nolan McLean, entre autres, qui pourrait surprendre, qui pourrait connaître une très, très grosse saison recrue. Écoute, je pense qu'en ce moment, tout le monde s'attend à ce qu'il gagne la division, un peu comme tu disais, et c'est peut-être là que la déception pourrait arriver parce que l'an passé, on s'est fait un peu avoir par ce manque de profondeur-là au niveau de la rotation. Et là, l'enclos va aussi peut-être être un problème du côté des Mets parce que Devin Williams et Luke Weaver, ce n'est pas Edwin Diaz. Je vous dis. Et là, surtout Devin Williams, je l'ai très très bien connu l'an passé, malheureusement. Là. Écoute, j'ai besoin de voir cet enclos-là le faire de manière régulière pendant un petit moment. Mais l'offensive est juste tellement bonne que moi aussi, je les vois comme favoris de la division. Mais en même temps, tu peux me dire que les Braves et les Phillies vont gagner. Je ne serais pas complètement surpris non plus. Je pense que c'est peut-être là la possible déception de oui, on est les favoris, mais je pense peut-être que les gens les voient plus favoris qu'ils devraient dans cette division-là. Et je me demande à quel point ça va tenir dans le temps. En tout cas, je vais souhaiter que Beau Bichette retrouve un peu plus de repères cette semaine pour la suite des choses parce que, écoute, c'est pas facile. New York, c'est pas facile, on sait. Puis on sait déjà que les partisans des Mets ont déjà un peu Beau Bichette dans le dos, surtout avec le salaire qu'il fait. Mais je suis pas stressé. Il va trouver ses repères. Puis on va l'apprécier du côté de Queen, du côté de Beau Bichette. Écoute, des fois, on n'est pas le plus sur Instagram. Félix, je te connais en plus. Tu n'es pas le gars le plus photo sur la terre en plus, mais un peu comme ça, on publie des affaires. Si vous voulez tout savoir, si vous voulez tout au courant de ce qui se passe, puis d'embarquer vraiment dans les dernières insights, puis de tout ce qu'on dit ici, Instagram aussi, c'est une excellente alternative. Si vous n'avez pas TikTok, un peu comme moi qui est un peu trop vieux pour TikTok, Instagram fait encore l'affaire. On vise à avoir 200, 300 abonnés d'ici le début de l'été. Allez remplir cet objectif-là. On vous en sera éternellement reconnaissant. Là, on a comme parti sur le baseball, mais on pourrait revenir un peu sur le hockey un peu parce que c'est débuté. Là. Le mois d'avril commence dans 2 jours, commence mercredi. Tout le monde est en bas de 10 matchs à jouer dans la Ligue nationale. Le sprint est déjà commencé. Et là, il y a des équipes qui vont voir leur destinée changer. Mais avant toute chose, on a parlé du match du Canadien samedi contre les Hurricanes, dimanche contre les Hurricanes de la Caroline. Il y a Cole DeBesch, masterclass, on sait, Cole Caulfield, 46 goals, Nick Suzuki, 90 points. Les vibes sont nice, tout ça. Mais il y a une petite affaire un peu qui, sans dire qu'il a passé sur le radar, mais qu'on a moins parlé un peu parce que c'est moins arrivé. Albert Jacquet a été officiellement, je crois, pour la première fois de sa carrière, utilisé à l'attaque pour quelques présences pour le Canadien de Montréal face aux Hurricanes. OK, on s'entend, c'est une mesure un peu d'urgence. Josh Anderson n'est pas là, Alexandre Texier est blessé, Patrick Laine, moi, je n'embarque pas sur le fait que ce gars-là est game shape ready. Là, on s'entend que, d'après moi, il rejoue. Même s'il est quasi. Ouais, c'est ça. Il y en a qui aiment dire que Montréal ne veut juste pas le faire jouer. Non, il n'est juste pas de game shape. Ceci étant dit, Albert Jacquet a été utilisé à l'aile avec Joe Veleno et Brendan Gallagher ici et là un peu. OK. Écoute, pour moi, l'expérience, ça ne passera pas à l'histoire un peu. Mais toi, Félix, est-ce qu'on devrait en voir plus? Moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai tellement aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Écoute, c'est sûr que j'ai 5 minutes. C'est pas une tonne. Je suis bien conscient de ça, là, mais en 5 minutes, ce gars-là a donné 5 mises en échec. Il est allé sparker devant le filet. Puis, tu sais, pour moi, là, Albert Jacquet à l'attaque, c'est ça. Ça fait des années que je vois ce gars-là être meilleur dans un rôle d'attaquant. Le jeu défensif n'est pas son point fort. Puis, c'est un gars, on le sait, qu'une de ses utilités, c'est qu'il est capable de se battre, qu'il a de jouer au shérif, comme on aime bien l'appeler ici. Un attaquant qui joue ce rôle-là, c'est beaucoup moins pire qu'un défenseur qui joue ce rôle-là. Et écoute, viens pas me faire croire que dans les quelques... Il y en a pas eu beaucoup, là. Puis, comme je dis, je m'attends même pas à ce que ça se refasse d'ici la fin de l'année, nécessairement. Si Anderson est prêt à revenir mardi, là. Mais viens pas me faire croire que
quand tu as vu ce match-là, dimanche soir, tu t'es pas dit c'est vrai que ce serait quand même cool de te voir avec Florian sur un même trio éventuellement. Ah, ben oui, Viens ben pas oui, faire croire ben oui. qu'il n'y a pas une seconde où tu dis ça. Ben oui. Écoute, c'est simple. Tu lui donnes la mission du Garber, tu vas jouer 10 minutes par match. Pas plus. Vraiment, puis pense même pas à l'avantage numérique de ça. Ta job, là, c'est 10 minutes par match, OK? Tu t'en vas là, tu t'en vas frapper, tu t'en vas te mettre devant le filet, puis tu vas tasser du monde. Puis, man, moi, je vois un fit. Tu sais, ça fait des années que je le vois. Je l'ai vu 5 minutes. J'ai tout aimé ce que j'ai vu. OK. Écoute, c'est pas énorme. Là. Comme je te dis, je vais en voir plus, mais man, moi, j'ai vu ça, puis je me dis, hey, écoute, avec Jalen Strouble qui est en train de prendre le poste de numéro 6, puis David Reinbacker et Adam Engstrom qui s'en viennent éventuellement, peut-être que c'est sa seule chance de rester à Montréal, c'est d'aller à l'attaque. Et man, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. Je pourrais dire, fais le switch temps plein maintenant, mais cet été, là, prends un petit peu de temps. Essaye un petit peu, là, appelle Florian, là, puis appelle genre Owen Beck, là, je m'en souviens pas de n'importe quel centre, là. Les trois sur un trio, là, les deux Jacky, de ses côtés, ça s'en va frapper, puis ça fait juste le ménage, puis hey, ça serait-tu pas le fun de jouer au centre de ces deux gars-là, man? Ça serait-tu pas le fun? T'en aurais de la place, là. Mon Dieu que t'en aurais de la place. Ben, moi, la seule affaire que moi, tu sais, que j'aime pas l'expérience. Pour moi, l'expérience, OK, c'est tel que tel. Là, c'est peut-être un one-hit wonder, là, on sait pas. Là. Puis encore là, wonder, c'est un mot très fort. Là. Oui. On a déjà tellement un logjam aux ailes à Montréal. On a-tu vraiment envie d'emmener un autre de plus pour créer encore plus de compétition puis amener encore plus de monde dans les estrades? Regarde, hey, voici ce que je veux dire, OK? Oui. Un peu de Jacky, ce qu'on a vu. J'insiste sur le fait que l'échantillon est très petit, là, mais as-tu vu quelque chose que Brendan Gallagher fait depuis le début de la saison qu'Herbert Jacky ne serait pas capable de faire comme attaquant? Oh non! C'est ça du peu de temps. Tu sais, c'est ça mon point. Puis, en tout respect pour Gallagher, ce gars-là est un guerrier, se donne à toutes les semaines. Là, mais, hey, il me semble que sérieusement, là, Jacky est capable de faire mieux que Gallagher sur un 4e trio en jouant 7-8 minutes par game. Tu sais, j'ai même pas besoin, j'ai dit 10, là, ça peut être 7-8, là. Mais, man, il me semble que Jacky a le potentiel d'être un Gallagher qui ne marquera jamais 30 buts, là, comme Gallagher l'a fait. Mais, tu sais, un gars qui va te donner de l'énergie, qui va lui donner des mises en échec, puis, tu sais, tu veux trouver le moyen d'amener du grid, du papier sablé dans ton alignement, là. Ben, mon Dieu, il me semble que c'est une manière vraiment facile que tu as à la maison, là. C'est pas Tom Wilson, c'est pas aussi sexy, mais, tu sais, des fois, tu demandes à ta mère d'aller chercher du McDo, puis ta mère a dit on a du McDo à la maison, puis ben des fois c'est un peu de Jacky sur un 4e trio, mais c'est peut-être pas mauvais non plus, c'est peut-être une solution bon pas cher que tu dis ben peut-être qu'on va l'essayer. Moi j'ai assez aimé ce que j'ai vu pour que ça mérite un autre essai. Écoute, au moins qu'on puisse peut-être commencer la conversion cet été. On s'en part peut-être au camp d'entraînement l'année prochaine. C'est ça, peut-être au camp, tu l'envoies un match avec son frère. Juste une fois. Juste une fois. Juste pour voir comment ça serait cool. Tout ça. Puis on parle de robustesse, puis tu sais, d'équipes qui ont de la grit, puis tout ça un peu. OK. On parle pas d'eux autres depuis des semaines parce qu'on se concentre sur des clubs comme Columbus, Détroit, Ottawa, blablabla, puis tout ça. Boy, est-ce que les Flyers sont pour vrai, là? Est-ce que les Flyers vont vraiment participer aux séries? Je regarde ça, là. Honnêtement, tu peux me dire que dans les 2-3 dernières semaines, c'est probablement l'équipe la plus haute dans l'Est, au moins, là. Ah oui. Les Flyers sont à 2 points des séries éliminatoires avec des matchs en main. T'as Détroit qui est en train de chier dans le short. Pas littéralement, là, mais c'est quasiment ça. Là. Détroit est en train de chier dans le short. Et Ottawa, je sais pas, c'est un peu la boîte de surprise. Là, avec le gardien, là, une fois de temps en temps, t'es comme, ils ont-tu le punch offensif nécessaire pour tout ça un peu pour contrer un peu leurs défauts? Et moi, je regardais un peu la cédule des Flyers d'ici la fin de la saison. On joue 2 fois contre Détroit d'ici la fin de la saison. Il n'y a pas un scénario. Dis-moi pas que c'est impossible qu'on arrive le 14 avril, match 82 de la saison, Philadelphie-Montréal, et qu'on soit dans un scénario de si Philadelphie gagne ce match-là, ils s'en vont en séries éliminatoires. Je pas ça, puis il y a quelque chose, une nouvelle qui est tombée dans les 24 dernières heures qui pourrait t'aider à ce niveau-là. Porter Martin, cette saison a fini dans la NCAA et il s'en vient avec les Flyers. Ça peut donner un boost extrêmement important aux Flyers de,
On l'a vu quand disons, Demidov est arrivé l'an passé, ou quand c'est un attaquant qui arrive comme ça. Tu sais, Demidov, ça donne comme un petit boost qui a permis à l'équipe de confirmer sa place en série. Tu sais, Martin est un gros espoir. C'est pas de n'importe qui. Je me souviens plus c'est qui cette semaine. C'est-tu Craig Button? C'est-tu Stéphane Leroux? Mais je pense dans un classement comme des meilleurs espoirs qui n'étaient pas encore dans la Ligue nationale. Pour John Martin, t'es comme le numéro 1. Il est extrêmement solide. Puis c'est un gros marqueur. Puis on sait que les Flyers ont de la misère avec ça. Matvei Michkov n'a pas eu la saison qu'on espérait là-bas. Écoute, les Flyers, c'est pas une équipe qui est sexy. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Puis, tu sais, c'est probablement le genre d'équipe que tu dis, si tu affrontes en première ronde, ça fait un peu ton affaire parce que c'est probablement le match-up le plus facile que tu peux avoir. Mais pour les Flyers, là, juste d'être dans cette course aux séries-là jusqu'à la fin de l'année, avec ce noyau-là dans l'Est qui est aussi relevé, c'est extrêmement intéressant. Puis, tu sais, on le vit à Montréal l'an passé, ces matchs-là déterminants que tu joues en fin de saison, des matchs importants, c'est tellement important pour tes jeunes joueurs. Puis, Michkov en est un, mais Martin en est un nouveau. Tu as besoin que ces gars-là prennent de l'expérience dans les matchs significatifs. Qu'on se rende en série ou non, juste d'être dans cette course aux séries-là, c'est tellement important pour cette équipe-là que pas grand monde voyait là. Il y a eu des très belles histoires à Philadelphie cette année. Pour tous le négatif sur Michkov, là, Trevor Zegras a une saison exceptionnelle. Christian Dvorak connaît une super belle saison aussi à Philadelphie. Il y a surtout l'argent aussi. Aussi. Ben, écoute, j'aimerais ça pour les Flyers. Si tu me demandes, est-ce que je pense qu'ils vont y être? Je pense pas. Je pense que tu as quand même... Là, Columbus commence à glisser, mais ça reste une bonne équipe. Puis on a, les Penguins sont là aussi. Mais le fait que la métropolitaine soit aussi serrée, les Hurricanes sont premiers, mais les Flyers là, sont à 3 points de la deuxième place avec un match en main. Il y a comme un tapon de 4 équipes là, en dedans de 3 points. Puis ça peut souligner d'un bord comme de l'autre. Je pense que est-ce que tu te demandes, est-ce que les Flyers sont une des 3 meilleures équipes de cette division-là? Non. Est-ce que les Flyers pourraient finir dans le top 3 de cette division-là? Assurément. Puis surtout qu'avec Ottawa, on est en train de créer une séparation. Là. Mettons dans l'Atlantique, Tampa Bay, Buffalo, Montréal, Boston, il y a une séparation là, qui est en train de se faire. Là. Il y a des équipes qui sont en train de s'essouffler. Pour moi, je pense que ça va jouer en Columbus. Les Islanders et Columbus s'entretuent depuis 2-3 semaines. Là, fait qu'il y en a sûrement un des deux qui vont manquer série. Mais dis-moi pas, là. Dis-moi pas que les chances que ça arrive soient assez minces un peu, mais dis-moi pas qu'une série Pittsburgh-Philadelphie en première ronde, ça te tenterait. Là. Non, ça serait cool. Ça serait quand même cool. Ça serait malade de ce côté-là. Écoute, Félix, on va finir avec un petit bloc basket pour terminer l'épisode d'aujourd'hui parce que eux aussi, on s'en vient aux séries éliminatoires. Je pense eux autres ils ont même joué plus de matchs maintenant que la Ligue nationale de hockey. Puis je veux juste t'entendre là-dessus parce que, tu sais, on a beaucoup parlé du trophée MVP, que là, SGA est plus admissible, Kate Cunningham ne sera plus admissible. Là, on est en train de voir un peu les conséquences de l'arrêt des 65 matchs un peu, ce qui laisse peut-être un peu la voie à Victor Wembanyama de le gagner, ce trophée-là. Mais moi, je peux voir cet argument-là. Puis comment que ce gars-là a transformé les Spurs de San Antonio quasiment du jour au lendemain, pour moi, je peux pas croire que De'Aaron Fox et Stéphane Casson auraient amené cette équipe-là à un autre niveau, comme on l'a vu cette saison. Est-ce que toi, t'embarques dans le hype? Est-ce que toi, t'embarques un peu dans le MVP, le MVP Wemby, là? Est-ce que ça s'en vient, là? Pas encore. Pas cette année. Parce que là, cette semaine, SJ est encore éligible, mais on a commencé à voir de plus en plus des gens comme placer Wembanyama comme favori pour le titre. Puis, écoute, il y a quand même un certain argument dans le sens où ce gars-là, son impact sur le terrain est tellement immense sur les Spurs là, quand il est là par rapport à quand il n'est pas là. C'est monstrueux. Puis, c'est contrairement aux autres à SGA, disons, qui est l'autre candidat principal, Wembanyama est un gars qui pourrait gagner joueur défensif de l'année. Il y a une grosse différence. SGA est un bon joueur défensif, Wemby est un des meilleurs de la ligue. Fait que, oui, évidemment, c'est un gros avantage qui va de son côté. Mais ça reste... Oui, éventuellement, Wembanyama va en gagner un, puis ils vont probablement en gagner genre 5. C'est un des joueurs les plus spectaculaires qu'on a vu, mais je pense quand même que SGA, pour tout ce qu'il fait, même si oui, le Thunder est une meilleure équipe que les Spurs de manière générale, je pense que SGA va l'emporter et il ne l'aura pas volé. La seule chose que je veux dire, par contre, si les Spurs trouvent le moyen de dépasser le Thunder pour la première tête de série dans l'Ouest,
à ce moment-là, je vais considérer ça. Mais ça reste que Wembanyama est un gars qui... Encore une fois, je comprends le point. Puis c'est vrai que tout passe par lui, mais tu regardes les chiffres, les stats juste de points par match, SGA est juste tellement en avance. Puis oui, la défense est un facteur important, mais on le sait que dans la NBA, ce qui gagne des trophées, c'est tes points, c'est tes autres stats comme ça. Puis pour moi, SGA est encore le gars qui le mérite. Peut-être, comme on a donné le joueur défensif à Rudy Gobert l'an passé, peut-être sur le dernier avant que Wemby commence à gagner comme les 15 prochains, là, peut-être que SGA, ça va être un dernier avant que Wembanyama prenne enfin le contrôle et qu'il gagne pendant 15 années de suite. Mais pour cette année, je ne suis pas encore prêt à dire que Wembanyama mérite le MVP. On s'en reparle dans un an, à moins que les Spurs restent premiers. Moi, je fais juste dire qu'on regarde l'affiche des affrontements entre OKC et San Antonio. Moi, je fais juste dire, San Antonio est 4-0 contre OKC cette saison. Mais bon, ça, c'est pas un argument. C'est un point. C'est un point intéressant. C'est vrai. OK. Wemby a été bon dans ce match. C'est bon. Fait que la rivalité avec Chet Holmgren va alimenter la NBA pendant des années et ça, je suis là pour ça. Clairement. Juste avant de terminer ce podcast-là aujourd'hui, vous êtes nombreux à participer sur Facebook. Et on est content de vous donner du contenu. Puis on est content de vous voir que vous aimez ça, que vous embarquez avec nous autres. On est dans les 1400 à peu près, là. On vise le 1005. On vise le 1006 tranquillement, mais sûrement. Comme je disais tantôt, tranquillement, mais sûrement, on va aller de ce côté-là pour se rendre le plus loin possible. Il n'y aura pas de joueurs, il n'y avait pas de quiz de joueurs de la semaine. Ça revient la semaine prochaine. Félix, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine du côté du sport? Parce que le Canadien non seulement finit son dernier gros voyage de la saison, Tampa ce soir, mardi soir, et les Rangers jeudi, back-to-back contre le New Jersey. Qu'est-ce qu'on surveille cette semaine pour le Canadien, selon toi? Ben pour le Canadien, on va surtout surveiller est-ce que Jacob Dobberge va. Tu sais, comment on va gérer les gardiens, parce que tu te disais 4 matchs, dont un dos à dos. Fowler va avoir assurément peut-être 2 départs. Est-ce qu'on donne le match à Tampa? On sait que c'est natif de la Floride, Jacob Fowler. Est-ce qu'on lui donne ce match-là contre Tampa? Mais j'ai hâte de voir. Et évidemment, on surveille la chasse aux 50 d'un certain petit marqueur de 5 pieds 8 qui est pas mauvais pour la mettre dans le fond du but, Cole Caulfield, qui a des sérieuses chances d'atteindre le 50. Écoute, peut-être pas cette semaine, mais il pourrait se placer en bonne position parce qu'après ce voyage-là, on revient à Montréal dimanche. Et si je ne m'abuse, on joue 4 matchs de suite à Montréal après. Il y a des très bonnes chances que si Caulfield en marque, disons 2-3 cette semaine, il y a des très bonnes chances que sur 50e, s'inscrive au Centre Bell. Et honnêtement, soyons honnêtes, il faut qu'il marque au Centre Bell. S'il marque sur la route, c'est pas le fun. Il faut qu'il marque chez eux, dans sa maison. Puis pourquoi pas un samedi soir? Pourquoi pas? Écoute, ce serait un peu loin, par exemple. Ce serait dans 10 jours parce que... Samedi soir, au Centre Bell, match de 4 buts. On finit ça à 50 drettes là. Ben, le problème, c'est que le match de samedi est au New Jersey. Le samedi au Centre Bell, c'est samedi qui s'en vient, mais éventuellement... Tu sais, il va y avoir un autre match un samedi au Centre Bell, là. 4 goals. Merci, bonsoir. Il en reste le dernier. Espérons. C'est contre les Blue Jackets. Je n'ai vu ce match-là. Ça n'a pas trop mal été la dernière fois que je joue contre les Blue Jackets, Cole. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Mais la chasse aux 50 est bien engagée. Et même la chasse aux 100 points pour Nick Suzuki qui se continue. Et assez improbable, mais il y a quand même des chances que le Canadien obtienne officiellement sa place en série cette semaine. Probablement plus la semaine prochaine que ça va s'officialiser. Mais écoute, je pense que ce matin, c'est 99,8% de chances que j'ai vu. Là, le Canadien va faire les séries. C'est à moins d'une catastrophe qu'il ne gagne plus un match jusqu'à la fin de l'année, puis qu'il soit vraiment malchanceux pour le reste. Là. À 94 points, on sait que l'Est est bon, mais l'Est est une bonne conférence, mais commencez à faire des plans pour la fin avril parce que le Canadien s'en vient. Sortez vos drapeaux, mesdames, messieurs. Et on sortez les drapeaux et ça ne se confirmera pas au match 82 de l'année avec un doublé de Kenan Goulet contre les fraudes Hurricanes de la Caroline. Je peux ajouter là-dessus. Sinon, ce qu'on surveille cette semaine dans la LNH, ce soir, on enregistre lundi midi environ. Lundi soir, les Maple Leafs de Toronto rendent visite aux Ducks d'Anaheim. Premier match depuis l'incident Rocco Gudas, Austin Matthews. Si vous voulez du popcorn, si vous voulez parier sur des minutes de pénalité, c'est peut-être ce soir que vous allez parier là-dessus. On ne sait pas encore si Goudas va jouer, par exemple. Goudas, c'est dans une botte de match. Il veut vraiment jouer ce soir, mais on ne sait toujours pas s'il va jouer. Ça va être super intéressant. Surveillez ça dans le courant de la journée. Excellent. Dans la
Dans la NBA, cette semaine, on a confirmé que les Bucks de Milwaukee allaient manquer les séries pour la première fois depuis l'ère Giannis Antetokounmpo. On est un peu dans la même situation que Vegas en ce moment. C'est la pire année de l'ère Giannis. Est-ce que Doc Rivers va enfin sauter? Est-ce qu'on va avoir enfin une transaction? Est-ce que Shams Charania va encore nous gasser qu'il va avoir une transaction qui s'en vient? Ça, on suivra ça au cours des prochains jours. Et dans la MLB, pour terminer, je crois que c'est ce soir ou demain, il faudrait que je regarde un petit peu plus. Mais Justin Verlander qui va avoir le départ pour les Tigers de Détroit, c'est son grand retour à probablement l'équipe où il a connu le plus de succès dans sa carrière. Tu peux me sortir peut-être un argument pour Houston, mais certainement, ce sera un beau retour pour Justin Verlander à Détroit. Félicitations! On s'est rendu jusqu'à la fin de l'épisode. Si tu n'as pas remarqué, il y a juste 10% des gens qui nous écoutent, qui nous suivent. C'est fait que ce serait le temps de faire monter un peu, encore une fois, tranquillement, mais sûrement 15, 20, 25, 30%. À un moment donné, on va se rendre de ce côté-là. En tout cas, d'ici là, on se souhaite une bonne fin de journée. On salue Mio qui sûrement est dans une réunion de production en ce moment avec son travail en ce moment, qu'on a hâte de retrouver la semaine prochaine. Et Félix prend du NyQuil parce que là, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Bro est en train de fondre dans sa chaise, tellement il est en train de signer en ce moment. Sur ça, mesdames, messieurs, à la semaine prochaine. Salut, bye!